De la cave au grenier. Un petit gars d'une courte décennie, déjà entier quoique pas du tout fini. Déploiement de fibres vives poussant l'une l'autre à la recherche de la lumière au creux d'un écrin calme et secret, une maison suspendue quelque part au-dessus du temps. De la cave au grenier, vastes étendues d'un monde intérieur. Des dalles de coin, de recoin, dont les volutes, les voûtes et les poutres forment ensemble une solide chrysalide. Les parquets grincent, les escaliers craquent, un courant d'air, une porte claque. Ici la note grave d'une bulle d'air dans un radiateur en fonte. Là, une bourrasque engouffrée dans un conduit de cheminée qui produit la longue plainte d'un orgue enroué. Forteresse organique et mystérieuse. Terreau fertile. Il pleut dehors. Il fait froid. Le vent souffle et derrière les carreaux ruisselants des fenêtres, les catalpades ordinaires si paisibles semblent chahuter jusqu'à la crise de nerfs. Ils battent des branches comme les bras des naufragés lancent des SOS. Couché à plat ventre sur un tapis, le petit gars les regarde avec inquiétude. Il aimerait bien les sauver, mais ne sait pas trop comment. Alors il reprend le combat entre Vegeta dans une main et James Bond dans l'autre, les grands finalistes du tournoi des mecs les plus forts du monde. Goldorak, Tintin et Milou, Batman et le tractopelle de la mort gisent inertes, tombés au tour précédent. C'est James Bond qui gagne finalement. C'est normal, il est beau, et il a trop la classe, même s'il est moins bien articulé. Il remporte la couronne, une bagouze en plastique oubliée là par la bordélique et vilaine grande sœur du petit mec. Dans la pièce au-dessus, cette sinistre saucisse saute à pieds joints et expire aussi fort que faux des chansons de Britney Spears. Le petit gars silencieux lève les yeux sur le lustre qui vibre et tintille et menace de s'abattre. Des moulures du plafond s'échappent en flocons des poussières de plâtre. Impassible mais prudent, il roule sur lui-même, son James Bond couronné en main, en se grattant les côtes à cause de son pull en laine. Psst, Q, psst, vous me recevez? J'ai la pendule du destin en visuel. Le temps de la désactiver, je suis de retour. Préparez un vodka martini au shaker, pas à la cuillère, et dites aux femmes de m'attendre. Le gros chat blasé le regarde faire bondir son jouet du piano à l'entrée jusqu'au canapé en entonnant le tan 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 tan, puis du canapé jusqu'à la table à manger. Tan tan tan, et enfin l'affreuse pendule en noyer massif derrière la vitre de laquelle ballotte le balancier de cuivre. Tic, tac, tic, tac, fait l'engin. À cet instant, de derrière ce vertigineux cercueil vertical semblable au lit d'un vampire, sort une belle araignée noire et velue, au pas méticuleux qui fait frissonner le petit gars. Bah lâche-t-il en la voyant. Blofeld, d'espèce d'ordure! Je savais que tu étais derrière tout ça! Il lâche sa figurine, s'approche un peu plus près de la bête pour l'observer et jouer un peu à se faire peur. L'animal se fige et lui fait face. Il se toise. Pam, 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 fait soudain l'horloge restée de bois pour indiquer qu'il est 3 heures. Sursaut de panique, les deux prédateurs battent en retraite, l'un sous le grand escalier d'où l'on descend à la cave et l'autre sous le pot d'un ficus. Le petit gars, le cœur battant, se gratte frénétiquement, imaginant que l'insecte s'est jeté sous son col pour pondre des petits tout partout. Il se débarrasse bien vite de son pull qu'il jette en grimaçant et reste prostré quelques instants. L'araignée se recroqueville aussi sous son pot, sans qu'à notre connaissance elle n'imagine à quoi que ce soit d'équivalent. Le temps que son rythme cardiaque reprenne une cadence normale, le petit mec ressent sur ses bras nus le courant d'air de dessous la porte de la cave. D'une chair de poule l'autre, au frisson d'horreur succède celui du frisquet. Il récupère son pull qu'il secoue, on sait jamais, et le renfile aussi sec. Pourquoi ne pas descendre dans cette cave? James Bond y serait descendu, lui. Il n'a pas peur. Alors sa petite main saisit la poignée de porcelaine ovale et actionne le levier, pressé aussi, il est vrai, par le pas balourd de sa bovine frangine qui descend se chercher un 4 heures avant l'heure. Les premières marches du petit escalier car tournant apparaissent et s'enfoncent progressivement dans la pénombre de laquelle remonte une bouffée d'air froid et le ronflement de la chaudière. Il tire une fois la porte refermée sur lui, la chaînette suspendue à la base de l'ampoule et celle-ci se met à scintiller en crépitant. La vache cerbère au meuglement mal harmonieux passe de l'autre côté de la porte. Il ne peut plus sortir de toute façon. D'un pas hésitant, sur la pointe des pieds, le souffle court. Le petit gars s'aventure dans le sous-sol comme avant lui Orphée dans l'Hadès. Il fredonne d'une petite voix claire pour tromper la trouille.
À mesure qu'il descend, lui parviennent enchevêtrés d'indistincts petits bruits, dont il ne saurait dire lesquels sont réels et lesquels sont le fruit de son imagination. De même des ombres dont les formes ondulent, du fait de l'ampoule qui dodeline d'avoir été chahutée. De derrière le fatras d'objets oubliés à l'extrémité des marches, dans le virage, jaillissent et se recroquevillent des milliers d'ombres invraisemblables qui semblent dessiner des rosaces étirées. Voilà qui est merveilleux, quoique inquiétant. Un ballet synchronisé de spectres silencieux. Mais où vont-ils ces spectres quand la lumière est éteinte? Bientôt ils s'allongent moins loin, puis presque plus, puis plus du tout. Ils sont calmés, immobiles et tout petits. Le petit mec en profite pour passer vite le virage qui débouche sur un couloir court et exigu. Sur la gauche, une porte. Une odeur épaisse de moisi lui saisit les naseaux. Mais pas question de reculer. Il est arrivé jusqu'ici la peur au ventre. Et ce n'est pas grand-chose en comparaison d'une entrevue avec sa sœur à la sifflante facile qu'au prix de tous les périls il veut éviter. Il pénètre donc dans la petite pièce où gisent dans un silence de catacombe les dizaines de bouteilles de vin de sa mère, qu'il éclaire par une autre ampoule. Se produit le même phénomène de circonvolution lumineuse que dans le petit escalier, et les sombres fioles allongées où repose le sang de la terre se mettent à scintiller malgré la poussière qui les recouvre. On se croirait dans une mine de pierres précieuses dont les parois de terre étayées de bois sont criblées d'émeraudes et de rubis. Quoiqu'il ait un peu froid, le petit gars se laisse glisser dans cette douce féerie. Le voici pareil au nain orphelin de Blanche-Neige et de ses 6 frères. Il ne reste que la sorcière quelque part là-haut, qui rôde. Enroulé autour d'une bouteille tout au fond, un papier tenu plaqué par un élastique. Pour mon poteau, peut-il lire dessus. Son cœur s'emballe à nouveau. Il se sent comme Christophe Colomb à l'apparition des côtes des Amériques, à l'aune d'une découverte majeure. Il saisit la bouteille, souffle l'épaisse couche de poussière et défait le papier. Il semble que ce soit un message d'anniversaire à l'intention de son père. Bon anniversaire, mon poteau, ma petite vierge préférée. Mais rien de plus. C'était une vierge, mon papa? Comme Marie? Cette question le laisse perplexe. Il remet le papier sur la bouteille et la bouteille à sa place, pensif, déçu. Il éteint la lumière et referme la porte derrière lui. Au bout du petit corridor, la cave proprement dite, mal éclairée et au milieu de laquelle, massive et vibrante, vrombit la chaudière d'un son monocorde et qui se relance souvent par quelques coups de tonnerre qui l'ébranlent brutalement. Le cœur des enfers au centre de la terre, les 8 et 9e cercles, le tartare où se consument les prévaricateurs et autres traîtres, dont de tout temps immortels et vivants ont été les victimes abusées. D'instinct, le petit gars le sait, il n'a rien à faire là. Et redoutant une de ces tempêtes qui ne tardent jamais à se déclencher, il remonte dardard derrière la porte de la cave guetter le passage de sa sœur qui, après s'être empiffrée, ne devrait plus tarder à remonter dans sa piaule se neutraliser d'elle-même. Il l'entend qui gueule justement. Elle est tombée sur la figurine de James Bond avec sa bagousse sur le front et exige réparation prétextant qu'il la lui aurait volée. Le petit gars se garde bien de répondre à ses imprécations et reste immobile derrière la porte. « Ferme-la un peu, fillette !» fait une voix chevrotante, celle de leur papy chargé de les garder. « On n'entend que toi. »« Mais il m'a volé ma bague préférée. M'en fous, si je l'attrape, j'en colle une. » Pour changer, chuchote le petit gars. Vexé, la menaçante remonte en le martelant des talons le pauvre escalier qui gémit chaque marche. Le petit gars frissonnant de froid se mure dans un complet silence d'une minute ou deux, puis tente tout de même une sortie, se gardant bien de faire le moindre bruit inutile. Il irait bien se réfugier dans sa chambre maintenant, mais elle est si proche de celle de sa sœur qu'il hésite. L'écho de sa menace allant et venant dans son esprit. Affronter les spectres et l'obscurité de la cave et se coucher aussi lamentablement devant cette sadique lui laisse un goût amer. Un jour il sera grand, se dit-il. « Tu es là, mon petit pote », le fait sursauter le grand-père. « Ça va ?»« Oui, ça va. Tu fais quoi, là ?»« J'ai fait un tour dans la cave. »« Dans la cave ?»« Bah ouais, il pleut dehors et j'ai pas envie de regarder la télé. »« Tu veux prendre ton goûter ?»« Pas faim. »« Bon, ben, va jouer dans ta chambre. Moi, je vais lire le journal. Tu me dis quand t'as faim, hein ?»« D'accord, papy. »« Bon petit. » L'ancien, tranquille, paisible, va s'asseoir sur le canapé, ses lunettes sur le nez, lire comme depuis 3/4 de siècle l'affreux torche-cul prétendant relater les nouvelles du dehors. Le petit gars monte à son tour les escaliers, prudemment pour ne pas éveiller le minotaure. Dans le couloir traversant l'étage, il entend sa sœur dans sa piaule qui continue son récital irritant. Il passe à tâtons.
Soudain la porte s'ouvre, la vilaine apparaît, affichant un sourire triomphant sur son visage bouffi et acnéique. C'est une ado de 13 piges mal dégrossie, toute de noir vêtue, grasse et déjà laide comme la mère supérieure septuagénaire d'un couvent du XVIe siècle espagnol, coiffée en permanence d'un nuage noir qu'elle porte comme une auréole. Te voilà, toi, petit enfoiré, qu'elle lâche les dents serrées en l'attrapant par l'oreille. Et ma bague, hein? Non, c'est toi qui l'avais laissé traîner. Vlan! Une grande baigne sur tout le visage qui claque d'un éclair jaune. Alors, hein? Ça t'apprendra. Grosse vache dégueu! Dit le môme qui se met à pleurer. Et vlan, une autre, la même. On critique pas le physique! Qu'elle hurle, l'œil noir et luisant comme le plumage d'un corbeau racorni, cruel autant qu'on peut l'être quand on vaut pas un clou. Le petit mec cesse de pleurer et de se débattre. Il pose sur elle un regard de suprême mépris et lui dit d'un ton grave que l'adolescente ne lui connaissait pas. Un jour je serai en âge de 30 tes coups. Il suffira d'une fois. Une troisième claque, encore la même, pour faire bon poids. Puis elle referme la porte. Le petit mec un peu sonné reste quoi une seconde, les yeux dans le vide, sentant son cœur battre dans sa joue enflée et trempée de larmes. Il rumine quelques mots inaudibles et s'enfuit dans sa chambre. Sur son lit peu après, cherchant à déchiffrer les phrases trop compliquées d'un livre chiant à mourir, il se met tout à coup à penser au grenier. Il ferme le livre et voit apparaître avec horreur le petit bureau juste derrière où s'entassent ses cahiers de vacances. Il y en a des choses à découvrir là-haut, se dit-il. Un trésor de pirate ou une vraie épée? Et sa sœur en a une trouille bleue, comme la barbe de celui qu'elle soupçonne de le hanter depuis que leur mère leur a lu le conte. C'est décidé, il repart en exploration. Le grenier n'est accessible que par un petit escalier derrière une porte dérobée, comme finement découpé dans le brocart du mur, au bout d'un bras mort du couloir après la salle de bain. Le petit gars, lampe torche à la main et sa sacoche pleine de vivres, des bons becs, repasse en apnée sans même la regarder devant la chambre de sa sœur et file jusqu'à la porte. Il l'ouvre par une petite clé restée dans la serrure, se faxe à l'intérieur et la referme bien soigneusement. Dans le noir total à présent, il allume sa lampe torche et découvre des skis, des chaussures, des casiers de vêtements d'hiver pour l'été, l'automne ou l'hiver, à travers lesquels il se ferait un chemin pour accéder aux premières marches. La peinture des murs est craquelée, les angles emmêlés de toiles d'araignée, il lui semble déjà être si loin de chez lui. Une nouvelle porte tout en haut, froide et redoutable, comme une guillotine qu'on dirait dresser là pour dissuader quiconque voudrait passer à travers. Alors là, je m'en fous, chuchote-t-il en se présentant devant. Sans doute s'est-elle gondolée sur ses gonds avec le temps, tant il peine à l'ouvrir. Il y parvient toutefois, à la force de ses petits bras. À sa grande surprise, la pièce derrière est assez éclairée par deux petites lucarnes percées de part et d'autre dans les pignons. Il découvre déployer la charpente aux chevrons enchevêtrés comme une gigantesque échine faite de centaines de côtes entrecroisées de pannes jusqu'à l'épaisse faîtière allongée tout en haut. Les tuiles d'ardoise apparaissent comme vues d'en dessous les écailles d'un dragon endormi. Le petit gars, vraiment très petit, explore des yeux l'intérieur de ce monstre fantastique qui aurait avalé tous ces objets entassés. Ici un chevalet, là une girouette rouillée à l'effigie d'un coq. Mais pas de vraie épée apparemment. Bon. Les bruits de la pluie qui claquent sur les tuiles l'isolent parfaitement du reste du monde et lui procurent un sentiment de tranquillité complète, hors du temps. Il sent monter en lui une puissante exaltation. Impossible qu'on vienne le trouver ici. Il peut explorer sans limite et jouer à l'infini avec tous ces objets que personne ne cherche plus depuis des siècles. Tiens, ce cheval à bascule, dis donc. Quel est le dernier enfant à s'être balancé dessus? Son père? Son papy même peut-être? Toutes ces vieilles ferronneries emmêlées en pelote, qui entassées les unes dans les autres ressemblent aux serpents dans la crinière de Méduse. Des souris çà et là qui ont laissé les traces de leur passage par quelques amas de petites boules noires lui font penser aux cailloux du petit poussé. Ces vieux matelas, là, tout au bout, superposés qu'on dirait le lit de la princesse au petit pois, ça doit être leur maison. À moins que ce ne soit la forteresse des grosses araignées comme celle qu'il a croisée tout à l'heure. Un frisson d'horreur. Une silhouette au fond l'interpelle soudain, dans l'ombre, immobile qui semble l'observer. Barbe bleue? Il dégaine sa lampe plus vite que son ombre et la braque dessus. C'est un mannequin de couture au tissu sombre. À côté un tableau représentant la mer, avec tout devant de dos un petit garçon assis sur le sable qui la regarde. Il se souvient tout à coup de son père quand il était tout petit, qui lui racontait que c'était Charles Lindbergh qui rêvait de traverser l'océan avec un avion. Son papa. Il aimait bien les avions, son papa.
Mon papa. Un flou embue sa vue. Sa gorge est sèche tout à coup. Il éponge alors ses yeux qui se fixent sur une étagère. Sur cette étagère, des coupes classiques, en forme de grosses cocottes minutes, à taille de guêpe, avec des anses qui ressemblent à des grandes oreilles, puis d'autres qui sont plutôt des sculptures. Des sculptures tout en bronze de voitures, de motos ou alors d'avions, ou d'albatros, ou une qui est un pied avec une sandale où il y a des ailes. Grand Prix Mercure, c'est écrit dessus. Derrière les coupes, il découvre un cadre. Simple, un cadre en bois. Dans le cadre, une photo noir et blanc. C'est son papa dans une combinaison avec plein de logos dessus. Il a l'air très content. Il tient dans sa main une bouteille de champagne, et de l'autre serre contre lui la hanche d'une fille avec la même combinaison que lui. Elle est très belle, toute petite à côté de lui. Elle aussi, elle a l'air très contente. On dirait même qu'elle crie de joie sur la photo. Il pourrait presque entendre sa voix. Elle a des grands yeux très clairs, et sous l'un de ses sourcils, il y a un grain de beauté. Ils ont l'air heureux. Il y a une boîte en fer aussi, avec écrit dessus « Bougie de chauffe ». Mais les couleurs ont presque disparu. Le petit gars la secoue, elle n'est pas vide. Il y a des objets, dont un en métal dedans. Il fait un sacré boucan en se cognant contre les parois de la boîte. Le petit mec s'assied en tailleur sous la lucarne pour y voir bien. Pose le cadre de la photo devant lui et ouvre la boîte. À l'intérieur, une carte postale qui en recouvre tout le fond, 2 cigarettes roulées bizarrement et tellement sèches qu'elles partent en poudre, et un petit dé à coudre. Il le glisse au bout de son index, dépose délicatement les petits rouleaux de feuilles presque vides des cigarettes et saisit la carte postale. Dessus, c'est Wendy et Peter Pan. Au verso, un mot, de la même écriture jolie que sur le papier de la bouteille dans la cave. Pot de départ, mon poteau, je te donne un baiser. C'est si con qu'on ait grandi. C'est écrit peau, P-E-A-U, comme la peau. Le petit mec lève un sourcil. Il lui semble bien que ça s'écrit pas comme ça. La pluie s'est calmée sans qu'il s'en soit aperçu. Le silence est complet. Le petit mec reste de longues minutes à regarder la photo, la carte, la boîte, et surtout le dé à coudre. Tout le reste ne l'intéresse plus du tout. Puis le jour baisse. On n'y voit bientôt plus rien. Il entend son papy qui l'appelle. Il range les objets dans la boîte et l'emporte avec le cadre. Il s'empresse de redescendre. Arrivé en bas, il croise la vilaine. Papy! Qu'elle hurle. Je l'ai trouvé! Il est là, il est monté au grenier! Qu'est-ce que tu caches dans ton dos, hein? Elle tente de lui arracher son trésor. Toi, si tu touches à ça, je te pète une clavicule. Qu'il lâche avec tant d'assurance que sa sœur prend peur et recule. Papy! Qu'elle hurle encore. Il veut pas me... Oh, fait le vieil homme, qui monte lentement les escaliers. Tu vas le lâcher un peu, dis. Fous-moi le camp. Va voir là-bas si on y est. La sœur s'enfuit encore en tapant des pieds, gueulant comme un veau. Bien fait, lâche discret le petit, bien content. T'étais où, toi? Dit le papy. Je commençais à m'inquiéter. Tu réponds pas quand on t'appelle? Entre l'autre, là, qu'on entend qu'elle et toi qui disparaît, comment je m'en sors, moi? Vous commencez à m'emmerder, je vous le dis tout de suite. Pardon, papy. Je savais pas quoi faire, alors je suis allé faire un tour au grenier. Ah, fait l'ancien avant de comprendre. Quoi? Au grenier? Mais pourquoi faire? Tu vas te blesser là-haut, foutre le feu ou je ne sais quoi. Et moi je dis quoi à ta mère? Ah là là, ça commence à bien faire vos histoires, hein? Mais t'inquiète pas, je me suis pas blessé. J'ai pas foutu le feu ni rien du tout. J'ai trouvé ça. C'est qui la fille avec papa? Le petit mec lui montre le cadre et la photo. Le grand-père met ses lunettes qui pendaient à son cou au bout d'un cordon et la déchiffre les bras tendus en reculant la tête. Il lâche un coup d'œil sur le petit qui le regarde faire ses étranges simagrées. Quoi? Ouais, on sait jamais si c'est la vue qui baisse ou si c'est les bras qui deviennent trop courts. Tu verras quand t'auras mon âge. Le petit mec rigole avec sa gueule d'ange. Le papy sourit. Puis posant enfin pour de bon ses yeux fatigués sur la photo, il les ouvre très grands, subitement. Il semble accuser le coup. T'as trouvé ça là-haut? Qu'il dit d'une voix devenue très basse, comme difficile à sortir. Ben oui. Ça va, papy? Elle a au moins 20 ans, cette photo. C'était mon fils, avec son acolyte. Ils étaient champions de voltige, de course, de tout ce qui va vite, qui fait du boucan et qui coûte cher. Le vieil homme s'assied à grand-peine sur les marches de l'escalier en s'agrippant au barreau de la main courante. Il retire ses lunettes, comme s'il allait pleurer. Le petit homme ému vient s'asseoir à côté de lui.
et hisse très haut le bras jusqu'à pouvoir poser la main sur l'épaule massive de son grand-père. Les deux gars se tiennent côte à côte en silence. Le vieux regarde le jeune, lui tendant sans la lâcher l'image de celui qui aurait dû être assis entre eux, bien au milieu. Le petit saisit l'angle opposé. « Tu lui ressembles, tu sais, » fait le vieux. « Il était comme toi, curieux et tout. Il tenait pas en place, toujours à faire des âneries. Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Tu la connais, cette dame ?»« Si je la connais. C'était l'amoureuse de ton papa. Un jour, ça s'est terminé. J'ai jamais su pourquoi. Puis j'ai pas demandé. Ensuite, il a rencontré ta maman. Et elle est où maintenant, cette dame ? Je sais pas. » Quelques 30 ans ont passé depuis cet après-midi d'hiver. Le petit gars est devenu un jeune homme, puis un homme. Toutes ces années écoulées se sont figées, incrustées les unes dans les autres. Étrange processus, les mondes intérieurs, qui en s'emplissant s'alourdissent et ont tendance à rapetisser au lieu de s'étendre. Comme si les frontières ne se dilataient jamais, l'esprit n'est pas infini comme l'univers apparemment. Il ne s'est jamais marié, lui. Il n'a pas fait d'enfant. Il a enterré son papy comme avant lui son papa, si jeune. Il leur rend visite en pensée souvent. C'est le dernier homme de cette lignée. Ils vont tous trois dans la seule tête du dernier. Il s'interroge et croit se répondre. De son papy, il a gardé une chevalière qu'il porte toujours. Et de son père, ce cadre en bois, qu'il avait retrouvé un jour de ses 8 ans, resté accroché au-dessus de ses lits successifs, dans ses différentes pioles. C'est le témoin impassible de ses nuits agitées, de ses fièvres amoureuses ou malades, de ses doutes, de ses certitudes, des rides qui envahissent son front. Sans le regarder souvent, il l'a toujours vu. Il y tient plus qu'à sa couette même, quand parfois il a froid. Là, cet instant de bonheur, feu son père, et feu son amour. Ce rire qu'on entendrait presque, découpé entre ses petites dents félines. Il le connaît, ce rire. Il lui semble l'avoir toujours entendu, synthétique en son oreille. Le monde autour de lui a changé. Cette maison au-dessus du temps est redescendue, rattrapée par la vie, quand sa sœur et lui l'ont quitté le temps venu. Les études, puis le travail, les amis, les amours, tout ceci qui font une ville l'ont façonné taiseux, observateur un peu désabusé. Sa connerie, celle des autres, faut bien vivre avec. Ce cadre. Et cette fille dont il n'a jamais osé chercher ce qu'elle était devenue, la gardant contre son cœur comme un idéal. Celle qui trouvait si con qu'ils aient grandi. Elle ne l'a pas déçu, elle, jamais. Pas plus qu'il ne l'a déçu lui-même. Il a pu l'aimer à la place de son papa, en songe, s'étant naturellement transposé sur l'image de son père, lorsqu'à son tour il écrivait sa propre existence. L'avait-il égalé son aïeul, surpassé parfois? Lui était-il seulement arrivé à la cheville? Il ne pouvait pas le savoir. Il l'avait dépassé sur un point en tout cas, mesurable celui-là, le nombre d'années. À son âge, son père était déjà mort. Ce qui, cette année fatidique, lui avait permis de se dissocier un peu de ce prédécesseur si présent d'avoir été absent. Et ce cadre-là, à l'heure où se terminait en autre boudin une énième histoire d'amour dans sa vie de vieux garçon, et alors que rien ne s'était passé comme il l'avait imaginé petit, était tout ce qu'il reste de ses illusions. C'était comme un hôtel antique, le beau, le pur, l'idéal. Un épitaphe joyeux sur une pierre tombale. Un sourire creusé par l'érosion où s'écoulent les larmes qu'on est las de verser.